Bruno Sarvezol et conclut la loi. Merci Monsieur le Président. Il est proposé au Conseil de métropole d'approuver le projet d'avenant numéro 24 qui instaure les tarifs 2019 du créatorium pour l'exercice prochain. Ces tarifs se montent à un niveau d'augmentation de 1,2% par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. Cette augmentation tient compte de l'inflation prévisionnelle pour de l'année 2019 et elle permet en outre de tenir compte de l'augmentation des coûts de maintenance du crématorium neuf et de la modernisation des espaces d'accueil des familles. Avis des commissions favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, qui est favorable? C'est adopté. Bernadette Anima. Oui, Monsieur le Président, cette délibération a pour objet de prendre acte d'une mise à disposition du centre de gestion de 2 infirmiers en soins généraux sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 et de vous autoriser à signer la convention correspondante à la mise à disposition. Avis favorable à l'unanimité de la Commission. Merci. Des demandes de parole? Oui. Je ne prends pas parole. Monsieur le Président. Voilà, je ne prends pas parole, Monsieur le Président. Très bien. D'autres demandes de parole, il n'y en a pas, donc on adopte. Oui, si, Madame Blanc, allez-y. Oui, il s'agit bien d'une autorisation et non d'une prise d'acte. Il y a les deux. Oui. Il y a la prise de connaissance. Donc il y a une autorisation. Et on autorise ensuite le Président À à signer signer la la convention. convention. D'accord. Bien. Donc je mets au vote qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Donc avec Johan Nedelec qui ne prendra pas au vote, je prie le président du CDG. Bernadette Anima. La délibération numéro 16 porte sur l'adaptation du tableau des emplois à l'évolution des besoins de la collectivité. Vous avez toutes les informations utiles dans la délibération et la Commission a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je mets au vote, donc qui est contre, personne qui s'abstient. La PVBNA qui est favorable, c'est adopté. Et en marche. Bon. Qui est favorable, c'est adopté. Madame Léopold, oui, donc je ne vous oublie pas. Ok, Thierry Ferré, la 17. Donc il s'agit de l'approbation de nouvelles dispositions tarifaires pour le port de plaisance du château et du Moulin Blanc. Donc on rappelle qu'on avait déjà voté en juin au Conseil de métropole les tarifs de ces 2 ports de plaisance, mais il s'agit de rajouter donc, des dispositions tarifaires au bénéfice de toute association conventionnée par Brest Métropole, dont l'objet principal est la promotion d'un principe de la voile sportive habitable en rade de Brest. Donc le premier point, c'est les bateaux ayant leur port d'attache au port du Moulin Blanc et du château, et on propose une réduction de 50% sur la manutention de sortie d'eau, la mise à l'eau et un aller-retour de 72 heures par an. Et ensuite sur les bateaux n'ayant pas leur port d'attache au port du Moulin Blanc ou du château, avec un tarif basse saison pour les mois d'avril, mai, juin et septembre pour les emplacements de pontons au port du Moulin Blanc et une franchise de droit de port de 2 jours. Voilà, avec la commission favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Bernadette Anima. Délibération numéro 18 qui Brest Métropole a adopté en 2012 son premier plan climat et donc s'est engagé dans la transition énergétique de notre territoire. La loi depuis a évolué et a renforcé les responsabilités de nos territoires en matière de planification énergétique et en mars de cette année, en 2018, nous avions adopté la révision du plan climat en pointant l'opportunité d'impliquer, de mobiliser largement les acteurs et les citoyens du territoire au vu des multiples enjeux et des défis à relever. C'est pour cela que un certain nombre de phases de concertation ont été déjà organisées. Et cette délibération a pour objet de venir compléter
la délibération du 30 mars afin de préciser les modalités de concertation, celles engagées et celles à venir. Et la Commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui, vas-y. Monsieur le Président, chers collègues, il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, le 12 décembre 2015, la France s'est engagée à tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et de rester nettement en dessous des 2 degrés. Cet engagement a été pris lors de l'accord de Paris, signé pendant la COP 21, comme vous le savez, un accord qui se voulait contraignant. Or, nous constatons depuis que la France continue de voir ses émissions de CO2 augmenter. Et d'ailleurs, les 4 ONG viennent, comme vous l'avez certainement vu, de saisir les tribunaux pour inaction de l'État face au changement climatique. Le plan climat, air, énergie de notre territoire se devra donc d'être nettement plus ambitieux que celui de l'État. Les territoires sont aujourd'hui au cœur de la transition, notamment énergétique, et ils devront mettre en œuvre des mesures de solidarité afin que chacun puisse en bénéficier. Nous tenons ici à saluer la méthode participative qu'a adoptée la métropole afin d'impliquer les habitants et les habitantes de cette même métropole dans les grandes orientations de ce plan climat, puisque ce plan climat concerne tout le monde dans son quotidien, car la transition énergétique et la transition écologique, c'est l'affaire de tous et de toutes. De plus, nous souhaitons alerter à nouveau sur un projet nuisible pour le climat, porté par la région Bretagne et qui est toujours en cours d'élaboration. Il s'agit bien sûr de la centrale de Landivisiau. Ce projet est obsolète avant même d'être sorti de terre, puisqu'il s'agit d'une unité de production électrique qui fonctionne uniquement à l'énergie fossile, au gaz naturel, une énergie entièrement ou presque importée. Donc il s'agit donc d'un projet en totale opposition avec la nécessité de sortir des énergies fossiles. De plus, il s'agit d'un projet qui émettrait 1 million de tonnes de CO2 supplémentaires par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. De plus, il faut ajouter aussi que c'est un projet qui ne pourra être équilibré financièrement qu'au travers de la contribution sur la consommation électrique, qui est évaluée à 40 millions d'euros par an pendant 20 ans, que nous devrons toutes et tous payer pour financer ce projet si mauvais pour le climat. Donc, dans ce contexte, notre plan climat, air, énergie territoriale devra vraiment être à la hauteur de cet enjeu si crucial pour l'humanité. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Vous adoptez cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Francis Grosjean, délibération concernant Haut-du-Fouesnant. Oui, Monsieur le Président, merci. Dans la belle constellation des satellites de Brest Métropole, il y a effectivement Haut-du-Fouesnant, dont il nous est demandé d'approuver le 7e rapport aux actionnaires. Donc, pour l'année 2018. Ce rapport comporte notamment les résultats financiers en 2017 qui ont été approuvés par l'Assemblée générale ordinaire du 31 mai dernier. Il comporte également les rapports d'activité pour l'année 2017 qui sont propres à chaque actionnaire, qu'il soit avec ou sans délégation de service public. Et on y trouve également des éléments de prospective pour la période de 2018 à 2021. En quelques mots, que retenir des comptes annuels? Une nouvelle progression des capitaux propres qui passe de 7,8 à 11,2 millions d'euros, qui vient renforcer une nouvelle fois l'autonomie financière. Vous avez un poids, en plus le sujet est extrêmement important et intéressant. Voilà donc une nouvelle progression des capitaux propres qui vient renforcer l'autonomie financière de la société. Un chiffre d'affaires net de 39 millions d'euros en légère progression, marqué par la stabilité de la recette liée à la vente d'eau et d'assainissement, et l'augmentation des prestations dites facturables, c'est-à-dire celles qui sont principalement destinées aux actionnaires sans délégation de service public. On retiendra également une capacité d'autofinancement en hausse, 14,3 millions contre 13,4 en 2016. Et cette enveloppe, comme les années précédentes, contribue au financement des investissements à un rythme soutenu. Je rappelle à hauteur bon an mal an de 9 à 10 millions d'euros. Contribue également à la poursuite du désendettement de la société avec un ratio de capacité de désendettement en diminution régulière. Donc
constaté en 2017, 4,8 ans contre 5,9 2 années plus tôt. Et enfin, un résultat net positif d'un peu plus de 1 million qui est affecté en report à nouveau. Donc en conclusion, pour cette partie, on retiendra une situation financière qui apparaît saine et permet d'envisager l'avenir avec confiance. En ce qui concerne l'exécution des services eau et assainissement et les détails de l'activité, on se reportera bien évidemment au rapport 2017 sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement dont nous avons eu l'occasion de discuter au mois de juin dernier. Alors, je ne vais pas revenir sur ces éléments et je me bornerai, si vous me permettez, juste évoquer les développements importants qui sont au programme de l'année 2019. Donc, dès le 1er janvier, la prise des deux concessions eau et assainissement de la communauté de communes du pays Landerneau d'Aoulas. Une grosse opération. Également adopté avant-hier, à l'unanimité. On retiendra également le changement à compter de la même date, le 1er janvier, le changement de prestataire chargé de l'exploitation des installations, notamment à l'usine de Pont-Herblès, Suez, prenant la suite de l'opérateur historique Veolia. Et puis, je mentionnerai également la poursuite des opérations de modernisation de Pont-Herblès, avec en prévision une réhabilitation complète de cette usine, avec une mise en service en perspective en 2022-2023, donc à l'occasion du centenaire de cette usine. Donc, grosse opération qui mobilisera une enveloppe située d'environ de 26 millions d'euros. Et ceci sans interruption, bien évidemment, de service. Voilà, donc ce rapport a reçu un avis favorable à la majorité de la commission compétente. Merci. Qui souhaite intervenir? Madame Algan. Oui, Monsieur le Président, en Conseil municipal de Brest, à propos de mes commentaires sur les satellites, ce qui vous fait toujours réagir, vous avez, en l'absence de Monsieur Sifantus, fait allusion à sa participation active et soutenue, et à ses votes qui vous semblaient en contradiction avec la position que prend notre groupe sur le plan politique par rapport à la société publique locale ou du Ponant. Société publique locale. Alors le mot public peut donner à penser qu'on est dans le même mode de gestion qu'une collectivité locale. Le mot société nous renvoie vers le statut et donc l'application du Code de commerce. En application du Code de commerce, les administrateurs, les membres du conseil d'administration d'une société doivent se prononcer en fonction, et uniquement en fonction, de l'intérêt social de la société. Voilà pour un premier point. Deuxièmement, toujours en application du Code de commerce, les délibérations des conseils sont couvertes par l'obligation de discrétion de l'ensemble des membres, y compris le PDG. Ceci dit, que pour le vote d'aujourd'hui, nous nous abstenons. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Francis? Enfin, la SPL, on ne peut pas revenir sur les conditions dans lesquelles elle a été créée. C'est aussi à la demande des syndicats du SIDAC autour de Landerneau, de Pierre-Morvan autour du canton de Sarnant et comment dire, du cheval de Four. D'ailleurs, il y a des Farzin qui est moteur de cette société. Mais cette société est, à mon avis, un bel exemple de solidarité territoriale. La Brest Métropole aurait pu partir toute seule et laisser les territoires voisins sous le carreau. C'est pas ce que nous avons fait. On parlait tout à l'heure du pays de Brest, de l'élargissement éventuel de la métropole. Voilà un bel exemple de ce qu'on peut faire ensemble et qui préfigure, j'espère, un jour une métropole élargie.
Voilà, donc, alors, Francis aurait pu compléter parce que je pense qu'il était assez brillant au début d'après-midi. On a par exemple, pour les communautés qui a frappé à notre porte. Prévourès, plein de demandes d'adhésion supplémentaire. Et pour l'anecdote, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, la commune de Moulins a été préfiguratrice à la matière, puisque ça a été la première à adhérer à Auduponant après les 4 syndicats, les 4 autorités organisatrices et créatrices. Voilà un bel exemple de ce qu'on peut faire ensemble. Donc je propose d'adopter ce rapport. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, PNA et Mme Gallo, qui est favorable, c'est adopté. Merci. On continue au Auduponant. Oui, Monsieur le Président, donc une délibération qui porte sur l'approbation d'avenants aux 3 contrats d'objectifs des services publics d'eau et d'assainissement. Alors ces avenants consistent en une modification du bordereau des prix des prestations proposées aux abonnés, donc en détaillant une modification des intitulés de prix, en créant de nouveaux forfaits et en procédant à l'ajustement de quelques prix. Ces avenants proposent également de modifier la contribution de Brest Métropole à l'entretien et au renouvellement du réseau unitaire sous la forme d'une subvention annuelle d'investissement de 150 000 €, ce qui correspond en gros au tiers de l'enveloppe consacrée à ces genres d'opérations. Et nous trouverons également dans ces avenants une mise à jour du règlement de service de l'eau potable, mise à jour qui prend en compte les retours d'expérience constatés, avec le double objectif de clarifier les relations entre l'usager et la SPL, et renforcer aussi également la notion d'usage de l'eau. Et ça consiste finalement à proposer une catégorisation des abonnés et des abonnements en fonction des usages. Donc on distinguera les abonnés domestiques, les abonnés utilisant leur branchement à des fins de défense incendie en domaine privé, les abonnés à finalité exclusive d'arrosage et les abonnés enfin à des fins non domestiques. Ce règlement de service constituera les conditions générales de vente de l'abonnement domestique. Et pour les autres usages, donc ceux qui ne sont pas domestiques, ce règlement sera assorti d'une convention spéciale de desserte en eau qui précisera les droits et les devoirs de chaque partie. Alors cette délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission compétente. Merci. Les demandes de parole, il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPV qui est favorable, c'est adopté. Ensuite, Philippe, pour toute une série de délibérations qu'elle va nous présenter. Oui, alors merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci. Donc la délibération 21, c'est pour l'écologie urbaine, et donc on va parler ici de photovoltaïque, puisqu'on a souligné qu'on avait effectivement une démarche plutôt intéressante au niveau écologique sur la métropole. Et bien, on a cette démarche qui s'accompagne également de mise en place de panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de nos bâtiments. Pour la mise en œuvre, donc Brest Métropole s'appuie sur la SPL Sotraval, qui est en capacité d'offrir un service clé en main, comprenant la conception, la réalisation, l'exploitation et le tiers de financement de tout ou partie de l'installation photovoltaïque en fonction du niveau attendu des recettes de vente d'électricité. Pour ce qui nous concerne ici, il vous est demandé d'approuver le projet de contrat de quasi-régie au profit de Sotraval pour l'installation de 2 productions en toiture des groupes scolaires Kisac et Dupuis, pour des parcelles donc, que je vous laisserai le soin de regarder sur le cadastre. Donc pour le groupe scolaire Kisac, 349 panneaux, et pour le groupe scolaire Dupuis, oui, c'est dur à dire, Dupuis, je ne suis pas bonne, 120 panneaux. Voilà, Sotraval se propose donc de réaliser à ses frais ces installations, se rémunérant ensuite sur la vente d'électricité. Il sera donc confié, il vous est donc proposé de confier à Sotraval cette réalisation, donc je l'ai déjà dit, sur 2 contrats de quasi-régie pour une durée de 20 ans. À l'issue de cette période, les parties se rencontreront pour convenir des évolutions contractuelles à apporter au dispositif pour permettre la poursuite de son exploitation. Avis de la commission favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Ces 2 groupes scolaires sont appelés du. S'il y a des questions,
Pas de questions, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Les tarifs des bacs. Tarifs des bacs, donc il vous est demandé d'approuver les tarifs de mise à disposition des bacs à ordures ménagères, de collecte d'ordures ménagères et autres. Donc Brest Métropole facture le remplacement des bacs aux usagers. Et il vous est demandé donc pour cette année d'approuver, pour l'année à venir, d'approuver les tarifs, compte tenu donc les éléments d'augmentation donc sont de 1,1% du taux directeur pour les services à faible composante de personnel et de 0,7 pour les services à forte composante personnelle. Donc avis des commissions favorables à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne. Madame Bougalo, qui est favorable, c'est adopté. La 23. Toujours une proposition de mise à jour des tarifs donc pour l'année 2019, toujours avec 1,1% pour les services à faible composante de personnel et 0,7% pour ceux à forte composante de personnel. Donc là, il s'agit de mettre à disposition des usagers, qu'ils soient personnels ou particuliers ou professionnels, donc un certain nombre de services, donc au niveau de la propreté, des espaces verts et de la collecte. Il s'agit d'intervenir donc suite à des dégâts, des demandes spécifiques, à des prestations pour les communes, à des présentations de déchets non conformes, de l'enlèvement d'affichage sauvage, de l'ingénierie, de l'intervention d'astreinte. Avis des commissions favorables à la majorité. Merci. Des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. BNA qui est favorable, c'est adopté. La 24, la redevance spéciale. Donc l'actualisation des tarifs de redevance spéciale pour l'élimination des déchets banals autres que ceux des ménages pour l'exercice 2019, autrement dit pour la redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères auprès de certains professionnels. Donc là, le litrage, donc là on est sur un tarif au litre qui est passé de 1,19 à 1,22 pour le déchet assimilable aux ordures ménagères, et pour le biodéchet, nous sommes sur un tarif qui est passé de 0,95 à 0,97. Avis favorable à l'unanimité des commissions. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. PB, qui est favorable, c'est adopté. Le 25 de Rosiclier. Et enfin, donc l'approbation de renouvellement de contrat pour le traitement et la valorisation des biodéchets entre Brest Métropole et Sotraval. Sotraval assure le traitement et la valorisation des déchets ménagers assimilés de Brest Métropole dans le cadre dit de quasi-régie. Ces contrats donc, concernent les flux ordures ménagères assimilés, incinérables en déchetterie, encombrants en déchetterie, déchets verts, emballages ménagers recyclables. Nous avons donc pour objectif, Brest Métropole a pour objectif de réduire la quantité de biodéchets, ce que l'on appelle donc les déchets fermentescibles, traités avec les ordures ménagères afin de les valoriser spécifiquement. Nous incitons fortement au compostage individuel et collectif, évidemment, mais pour ce qui concerne les professionnels et les gros producteurs de déchets et de biodéchets, nous avons donc une démarche d'incitation au tri à la source de ces déchets fermentescibles qui s'impose désormais de toute façon dans le cadre d'une réglementation propre à leur secteur d'activité. Dès lors, donc, nous avons décidé de les accompagner dans cette démarche en les aidant à mettre en place des outils de communication et en leur proposant un mode de traitement spécifique donc, pour ces déchets qu'ils trient dès la source. Donc il s'agit des producteurs, de 16 gros producteurs. Nous avions commencé en 2014 par 13 établissements, lycées, groupes scolaires, restaurants universitaires. Nous sommes aujourd'hui à 16 avec entre autres, pour ne citer que lui, la restauration d'Océanopolis par exemple. Et puis des gros producteurs de restauration universitaire aussi, là où on a augmenté le nombre de points de collecte. Voilà, ensuite donc, ces tonnages sont orientés vers une unité de méthanisation à Plourin. Le contrat actuel donc, prend fin en 31 décembre. Il est proposé de prolonger cette expérimentation et de la renouveler
donc de conclure à nouveau un contrat entre Brest Métropole et Sotraval SPL. Ce nouveau contrat passé pour la période de janvier 2019 à fin décembre 2020, reconductible une fois, fait l'objet d'une proposition financière plus avantageuse pour la collectivité, puisque là nous sommes donc à 55,87 € de la tonne, alors que le traitement des ordures ménagères classiques, pour utiliser un mot, est de 91,97 € de la tonne. Il vous est donc proposé, après avis favorable de la Commission à la majorité, d'approuver ces dispositions. Merci. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? La délibération est adoptée à l'unanimité. Michel Bourtet, voilà, 6. Oui, merci. Donc cette délibération proposée a pour but d'examiner l'avenant numéro 4 à la convention de délégation de services publics pour la salle Brest Arena conclue entre Brest Métropole et Brest-M. Peut-être deux points principaux à faire observer. D'une part, la modification du programme de pôle entretien et renouvellement annuel pour un montant sur la période de 2019 à 2023 de 734 000 € qui correspond du coup à une subvention du délégant délégataire de 146 000 € par an pendant cette période. Et le deuxième point, l'actualisation du compte d'exploitation prévisionnel de cet équipement. La Commission a émis un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? RPV-BNA, qui est favorable? Elle est adoptée. Patricia Saint-Caron. Monsieur le Président, il nous est proposé d'approuver les tarifs de capture et de mise en fourrière des animaux errants pour l'année 2019. Cette tarif augmente à hauteur de 0,4%. La commission concernée a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté. Étienne Ferré, la 28. D'approuver deux projets d'avenant financier pour des conventions pluriannuelles pour l'année 2019. Donc il s'agit de l'association Passerelle, Centre d'art passerelle pour 78 000 € et de la régie de l'équipement des musiques actuelles, la Carène, pour 508 000 €. Avis de la commission favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? La PVBNA qui est favorable, c'est adopté. Et Mme Bello. C'est adopté. Francis Grosjean. Oui, merci. Voilà. Donc, avec cette délibération, il nous est demandé d'approuver une demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique attachée à la mise en place d'un périmètre de protection des prises d'eau de Caluon, Guaring-Bors et de l'usine du Moulin Blanc à Guipava. Dans ce cadre, donc fixé par un arrêté qui date du mois de mars 2014, la métropole doit procéder à l'acquisition des portions de parcelles comprises dans ce périmètre. Il se trouve que cette opération n'a pas pu être menée à son terme à la date d'aujourd'hui, donc une demande de prorogation est proposée. Une demande de prorogation pour une durée de 5 ans. Avis favorable à l'unanimité de la commission compétente. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Thierry Ferré. La 30. Il s'agit de l'approbation du projet de convention d'attribution d'une subvention d'investissement à la CEMPI pour la promotion du centre commercial du Pilier Rouge et une autorisation de signature dans le cadre du projet urbain Au-Je-Reste, donc sur Brest-Saint-Marc. Donc il est mentionné dans la délibération que ce projet permet de tester une possibilité de reconversion d'une partie des locaux du centre commercial vers des activités plus diversifiées. Donc ces locaux accueilleront des porteurs de projets dans le cadre du dispositif innovant de pépinière urbaine. Et dans ces conditions, il s'agit d'un programme d'intérêt général, de redéploiement d'activités sur un quartier qui connaît de fortes vacances de locaux et qui concourt à la promotion économique du territoire. Donc voilà, la CEMPI sollicite une participation financière de la métropole afin de mener à bien ce projet. Et donc la subvention versée par Brest Métropole à la CEMPI est un montant de 110 000 € pour un montant total d'opération estimé à 245 000 €.
Avis de la commission favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Il y en a qui est favorable? C'est adopté. Non. RPD, excusez-moi. On est pour, on est très d'accord. Comment? On est très d'accord. Et là, est favorable. On est pour plus. Voilà. Nous sommes pour. Voilà. Michel, je ne prends pas parole. Michel Monté, ne prend pas parole. Bien, merci. Pierre Augor pour la dernière délibération. Oui, il s'agit là d'approuver, M. le Président. Il s'agit d'approuver le projet de convention de PUP, projet urbain partenarial entre Brest Métropole et la société France L'Eau, et d'autoriser le président à signer donc cet accord de partenariat pour le secteur de Caroquin-Guéra, puis de la commission unanime. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas, donc on l'adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne. Attendez, il y a un vote qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Oui, il y a un vote. Peut-être éventuellement des questions diverses. Donc il y a un vote qui a été distribué. Je ne vais pas vous le lire, je pense que tout le monde l'a lu. En fait, on a été saisi par le barreau de Brest sur ce que je pensais être réglé depuis un certain temps, depuis un an. On voit que le problème a été évacué par la porte qui remet dans la tête. C'est la départementalisation des tribunaux, notamment du tribunal de grande instance. Voilà, donc ceci a été adopté, paraît-il, si je comprends bien, par amendement d'une dernière heure sur le projet de loi concernant la justice. Et donc, ça aura des conséquences non négligeables sur le tribunal de Brest. C'est dommage, Marc Berthelot n'est pas là, il aurait pu nous éclairer sur ce sujet qui secoue le barreau brestois. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Pierre Carrasquet. Écoutez, Monsieur le Président, j'ai déjà eu l'occasion de commencer à m'exprimer sur ce sujet-là. Le droit d'amendement existe, donc il y a des amendements. Maintenant, sur les différents éléments qui sont apportés dans cette motion, je pense qu'il faut rappeler les engagements du gouvernement sur la réforme de la justice qui a été proposée. La première, et je crois qu'il faut le noter dans un contexte de tension budgétaire et après des années d'étranglement du budget de la justice, l'objectif de ce gouvernement est d'augmenter le budget de la justice de plus d'1,3 milliard à la fin du quinquennat. Donc déjà, dire que tout ceci se fait pour réduire l'accès à la justice, pour corseter la justice, moi je suis désolé, c'est 1,3 milliard et 6500 postes qu'ils ont créés par le gouvernement. Ensuite, on parle de la départementalisation des tribunaux de grande instance. Non, ce n'est pas une départementalisation, c'est simplement déjà la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, et chaque justiciable qui a un cas à porter devant la justice pourra se présenter devant une juridiction, la juridiction la plus proche de chez lui, aucune juridiction ne sera fermée, et pourra déposer, parce qu'il y a aussi un mécanisme de simplification de saisine de la justice, pourra déposer son cas dans le tribunal de proximité, enfin le plus proche de chez lui. Les éléments de spécialisation, de regroupement se feront uniquement à l'initiative des chefs de juridiction, non pas par le haut, comme ça a été dit, mais par subsidiarité, comme diraient certains, c'est-à-dire venant du bas, par la discussion, par l'expérimentation, de la même façon pour les cours d'appel, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de forcer la spécialisation des cours d'appel, mais bien de proposer à celles qui souhaitent effectivement, et à titre expérimental, avoir un phénomène de spécialisation pour pouvoir mieux traiter les questions qui leur sont soumises, il s'agit de leur donner la possibilité. Il s'agit simplement de faire en sorte que la justice réponde aux questions du XXIe siècle. On a une justice qui n'a pas foncièrement évolué dans sa structuration depuis des décennies et des décennies. Or, le justiciable demande la possibilité de voir son cas traité plus rapidement. La société a changé et la loi qui est actuellement sur la table du Parlement y répond. Donc, moi, je pense que ce vœu, malheureusement, il est un peu caricatural, mais on est habitué à avoir des vœux caricaturaux sur notre table ici, dans cette assemblée. Donc, moi, évidemment, je voterai contre l'adoption de cette motion. Et honnêtement, quand je lis ce que je lis,
je veux dire, écrire le tout sans aucune économie budgétaire. Enfin, quand même, vous déposez un vœu dans lequel vous déplorez qu'il n'y ait pas d'économie budgétaire. Moi, je rêve complètement, complètement. Bien, est-ce qu'il y a... Oui, allez-y, Mme Colorati. Oui, est-ce que vous me permettez de relayer les propos de M. Berthelot? Tout à fait. Voilà. Donc actuellement, donc, dans le département, il y a 2 tribunaux de grande instance. Avec ce projet, si on le fixe à Brest, le tribunal de grande instance, les personnes qui habiteront dans le Finistère Sud, il va y avoir des soucis au niveau des déplacements, il y aura différents problèmes. Et inversement, si on le fixe sur Quimper, c'est le Nord Finistère qui sera pénalisé. Donc nous, on souhaiterait s'associer en fait à ce but. Voilà, et on est favorable au maintien des Encore une fois, de fait, c'est idiot, j'ai pas mis avec moi le courrier du bâtonnier de Brest, ne fait que reprendre, enfin le vœu ne fait que reprendre l'argumentation du barreau, des avocats. Voilà, donc moi je suis pas forcément spécialiste de ces questions, mais c'est une question qui s'est posée déjà il y a plus d'1 an, et qu'on avait réglée, collectivement d'ailleurs, parce que le département du Finistère avait été considéré comme trop gros département pour fusionner. C'est peut-être pas forcément le cas en Corrèze ou à Lozère, si d'aventure il existait plusieurs parties pour l'instant. Mais voilà, moi je propose d'adopter ce qu'il y a d'autres amendements. Et je vous communiquerai à Pierre Carrasquet le courrier du bâtonnier. Les parlementaires vont y recevoir, j'imagine. Voilà, après d'autres demandes de parole, je fais au vote ce vœu qui est contre son adoption. Personne? Qui s'abstient? Si, voilà. Qui s'abstient? PP, Mme Léon et M. Dubuis, qui est favorable. Le vœu est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Madame la Présidente. Je l'ai posé en début de séance. Ah oui, exact. C'est à propos des dernières œuvres de M. Masson. Par délégation de votre part, donc vous nous rendez compte, donc sur des marchés que Aegis et Scopic. Alors, marché Scopic, effectivement, mais Yoann Denec va compléter, c'est un marché concernant la concertation, la communication sur un projet de développement du TCSP et sur le schéma global du transport. La CAO s'est réunie le 17 juillet 2018 en présence de Francis Grosjean, d'Alain Masson, de Bruno Sifantus et de M. Pichon. Voilà, 245 000. Le projet de développement du TCSP... C'est 1400 000. Il est... comment? C'est 1400 000. Maximum 400 000. 245 estimatifs, mais je n'ai pas plus d'éléments pour pouvoir vous communiquer tout ça. Hein. Et M. Sifantus a peut-être ça déjà... Non. Voilà pour le marché Scopic. Sur l'extension du TCSP, on a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus à plusieurs reprises. Après, j'imagine que ça sera dans le débat municipal qui s'ouvrira, qui est déjà ouvert d'ailleurs. Donc certains vont dire, bah non, il ne faut pas travailler, c'est pas bien, il ne faut pas continuer, il faut arrêter. Voilà. Et puis d'autres diront, bah, c'est indispensable, la première ligne, on appelle une deuxième. Alors, est-ce que, pardon, parce que là vous me répondez, ce que je voulais savoir, c'est si ces études et ces concertations, c'est un cabinet de communication, hein, Scopic. De concertation. Communication. Concertation. Est-ce que les études de déplacement sont incluses dedans? Parce que vous nous avez envoyé pour l'autre sujet, celui... Non, il y a un autre sujet. Aegis. Non, Yoann. Oui, merci Monsieur le Président. Concernant ces 2 sujets, le Scopic et puis sur le réseau tel qu'il vient d'être évoqué, donc ce sont 2 choses différentes. Le Scopic, c'est pour nous accompagner, nous les élus, la collectivité, pour aller rencontrer la population à partir de l'année prochaine, pour échanger avec eux, pour voir comment on procède pour cette nouvelle ligne de tramway, de réseau de transport en commun. Donc c'est un cabinet qui est spécialisé pour l'accompagnement des collectivités et des élus. En ce sens, ce n'est pas nous les élus, les services de la métropole qui allons animer ces réunions-là, c'est un cabinet dont c'est le métier, et c'est lié à la concertation qui est souhaitée, mais vous en aviez connaissance. Donc c'est pour aller vraiment dans les quartiers, pour rencontrer les professionnels, les commerçants notamment. Tout à fait. Et enfin, le deuxième point concernant Aegis Rail. Ce qu'on appelle communément une démarche participative. C'est tout à fait ça. Ce sera inclus dans les comptes de campagne de ceux qui porteront ce projet.
Mais Madame Malgorn, ça n'a strictement rien à voir, c'est le processus classique de consultation. Il y a une commission nationale de consultation qui est sollicitée à cet effet. Vous la connaissez, c'est Madame, dont j'oublie le nom d'ailleurs, qui est très connue en Seine-Saint-Denis, Madame Joanneau, je crois, qui en est la... Exactement, merci, qui en est la responsable, qui a été sollicitée par la métropole, et donc il n'est pas question de rentrer dans un débat électoral, c'est juste le cadre réglementaire pour aller sur le terrain et échanger avec... C'était M. Cuyant qui venait de dire ça. De quoi? C'était le sujet de la campagne électorale. Ah oui, ça sera un sujet parmi tant d'autres, mais ça n'a strictement rien à voir sur la concertation, Madame Malgorn. J'ai l'impression que je parle pas français. Et enfin, Egisraël, le deuxième point que vous évoquiez, Madame Malgorn, c'est Egisraël qui nous accompagne effectivement pour le futur tracé de cette ligne, que ce soit tramway ou PHNS, bus à haut niveau de service, qui a été donc retenu par notre AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui se trouve être BMA. Voilà, donc c'est quelque chose de classique en pareille situation pour le développement de notre transport en commun. Ah mais on en apprend des choses. Attendez, et la commission d'appel d'offres s'est réunie au mois de juillet, effectivement, et M. Sifanci était... Mais il n'y a pas eu de compte-rendu Non mais attendez, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Une commission d'appel d'offres est là pour vérifier que par rapport à un cahier des charges, les offres qui sont faites sont conformes et que l'application des critères est correcte. Voilà, ça c'est une commission d'appel d'offres. Après, nous sommes des élus qui avons besoin d'avoir des informations sur les intentions de la collectivité à laquelle nous appartenons, même si nous sommes dans la minorité, pour savoir ce que l'exécutif est en train de cogiter, quelles sont ses intentions, quelles sont les études qu'il lance. Et là, je suis désolé, si tout passe par des BMA, par des SPL, par des machins trucs, on n'y voit rien. C'est QFD. Bon, je ne vais pas politiquer à ce que si ça n'a pas de sens et d'intérêt, mais l'extension du projet, enfin, l'extension des lignes de tram est connue dans nos intentions depuis longtemps. Voilà. Donc, je fais référence à la campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'on va financer les candidats, financer cette campagne avec ces marchés-là, et parce que j'imagine que la deuxième ligne ne sera pas faite avant mars 2020. Vous ferez campagne en disant sûrement pas, ça va vous coûter beaucoup trop cher, vous, Brestois, il ne faut pas faire, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Vous voyez, vous commencez à caricaturer un point de vue que je n'ai pas exprimé. Vous avez déjà fait le téléphérique. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Bon, vous êtes en train de faire une campagne électorale. Et je vous ai reproché, au moment de la définition du cahier des charges pour la DSP, de ne pas avoir justement mis ce sujet sur la table, alors qu'on savait que ça pouvait être un point important. Bonne soirée à vous. Merci quand même.